Voilà. Alors, je m'en vais changer de casquette, ce qui est maintenant fait, puisque j'ai le plaisir d'animer cette table ronde. Alors, la séance dans son ensemble porte sur les archives, et en particulier sur les archives du livre, et encore plus particulièrement sur les archives éditoriales. Et quelque part, cela s'imposait, puisque tous nos débats, toutes nos discussions portant sur les rapports entre littérature et publicité, très souvent se fondent sur des documents d'archives, et il était temps, quelque part, de mettre l'accent sur les lieux, les méthodes, les enjeux propres à cette conservation, et aussi, on y viendra, à la mise en valeur des collections qui ont été conservées. Alors, pour ce faire, j'ai convié non moins que 3 personnes extrêmement, comment dirais-je, à la fois très connaisseuses elles-mêmes et très, très importantes dans leurs institutions respectives. Alors, je vais vous les présenter trop rapidement, en commençant par ma droite directement, Lucine Trudel, qui est conservatrice des bibliothèques, en particulier directrice de la bibliothèque Fornet, alors qu'elle a travaillé pendant longtemps, je pense qu'elle en dira un petit mot, à la BNF, où elle a dirigé notamment le service art au département littérature et art. Et puis elle a eu diverses activités jusqu'à en venir à la bibliothèque Fornet, dont elle nous parlera, dont on a déjà entendu parler largement, mais pas assez encore, au cours de nos journées. À sa droite, je reçois toujours avec le même plaisir Laurence Boudard, qui, je le voyais dans ce qu'elle m'a envoyé, est diplômée en traduction au départ, et interprète. Elle a travaillé en Espagne pendant un certain nombre d'années, et puis elle est revenue au pays, au plat pays lui-même, où elle a travaillé pendant un certain nombre d'années aux archives du musée de la littérature, avant d'en prendre la direction depuis quelques mois maintenant. Et puis, enfin, André Derval, que la plupart d'entre nous connaissent, qui est directeur des collections à l'IMEC, une longue série de collections très importantes qui sont conservées là, mais cette activité dont il nous parlera ne l'empêche pas d'avoir toutes sortes d'autres activités, puisqu'il a publié des éditions critiques que vous connaissez peut-être, de Beckett, de Céline et d'autres, et il a travaillé également, continue à travailler pour plusieurs revues. Alors voilà, je les remercie infiniment tous les 3 d'avoir accepté cette invitation. Cette table ronde va être placée sous le signe, je dirais, de l'artisanal et du convivial. Alors l'artisanal, vous allez le voir, c'est moi qui vais le gérer. Je leur ai demandé à tous les 3, un peu en dernière minute, et je les remercie d'avoir bien voulu m'envoyer beaucoup d'images comme ça en dernière minute. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai colligé toutes les images qu'ils m'ont envoyées, et j'ai tout mis dans un PowerPoint, et ce PowerPoint, on va le projeter derrière nous, il va défiler pendant que nous parlons, et dès que le besoin s'en fera sentir, on arrêtera le défilement et on ira pointer sur une image en particulier. Ça vous permettra aussi, je l'espère à vous, de regarder ces images, et ça entretiendra la discussion au fur et à mesure. Ce que je vais faire peut-être, si cela vous convient, c'est leur passer la parole rapidement à tous les 3, comme un petit tour de table pour qu'ils présentent les collections dont ils s'occupent, et certains enjeux peut-être déjà, et puis j'en viendrai à animer la discussion avec des questions plus ciblées qui vont toucher un certain nombre d'aspects. On pourra en aborder d'autres au cours de la discussion avec la salle, mais il me semblait que les éléments les plus intéressants autour du colloque d'aujourd'hui, où nous nous trouvons, touchent à la collecte des différentes archives, aux conditions et aux difficultés liées à la conservation, au choix
des archives que l'on veut ou que l'on peut conserver, en particulier toutes les archives qui touchent à la promotion du livre, c'est vraiment le point sur lequel j'ai mis l'accent. Et puis on en viendra en deuxième partie de discussion à aux deux questions liées, à la numérisation, on est en plein dans ces questionnements-là, et également à la diffusion par la voie d'expositions, de sites, de livres, donc la mise en valeur des archives qui ont été conservées. Alors, Lucie, je te passe la parole en premier, si tu veux bien. Alors, merci Anthony. Je suis ravie d'être là parmi vous pour parler un petit peu de collection, de sources qui vous permettent de mener toutes ces belles recherches que vous nous exposez tout au long de ce colloque. Moi, je vais prendre deux casquettes, ça se complique, hein. Il a pris une deuxième casquette et moi je vais en prendre deux. Je vais vous parler à la fois de la collection, de la bibliothèque que je dirige actuellement, dont vous avez déjà entendu parler, qui est la bibliothèque Forney, mais je vais aussi vous parler d'une autre expérience que j'ai eue pendant plusieurs années. J'ai dirigé à la Bibliothèque nationale de France le service de documentation sur les livres et la lecture, que certains d'entre vous connaissent, j'imagine, la petite saleté, la plus agréable du rez-de-jardin, qui notamment conserve le fonds dit QDIS, c'est sa cote, des catalogues de libraires et d'éditeurs. Il me semble fondamental de l'évoquer ici parce que c'est un complément, pour la question des sources, assez essentiel à ce qui est à l'IMEC, et ça permet d'évoquer ce qui est conservé aussi à la BNF et dans les bibliothèques d'une manière générale. Et puis, bien sûr, je parlerai de Forney, et plus spécifiquement, donc Forney, c'est une vaste une bibliothèque spécialisée de la ville de Paris, spécialisée dans les arts décoratifs, les métiers d'art, les arts appliqués, les arts graphiques, et avec un pôle d'excellence dans la publicité, donc qui fait qu'on est venu nous trouver pour l'ITPUM. Et on va juste montrer le catalogue, parce qu'en plus ça c'est faux. Et j'en étais à... Oui, donc Forney, spécialité publicitaire, par exemple, pour tout vous dire, on aborde la publicité pour les arts graphiques uniquement. Donc voilà, ne venez pas à Forney pour trouver des choses sur l'histoire économique de la publicité. C'est pas du tout notre angle d'attaque. Nous, c'est vraiment l'esthétique. Et c'est l'image. Forney est une bibliothèque de l'image, une bibliothèque du visuel. Il y a énormément d'images, j'y reviendrai tout à l'heure, du texte aussi. Et nous sommes connus pour nos livres, nos revues, mais aussi pour nos fonds spécialisés, nos affiches, nos papiers peints, nos textiles, etc. Et notre imagerie populaire et notre fonds de catalogues commerciaux qui a servi donc dans le cadre du programme l'ITPUM, mais une toute petite partie. C'est environ 50 000 catalogues, et c'est une collection assez unique en France que nous continuons d'accroître, donc qui continue de vivre et qui sera là pour le futur. Oui. Okay. Donc, j'enchaîne. Vas-y, enchaîne. J'enchaîne. Donc moi, comme on l'a dit, je représente ici les archives et musées de la littérature, qu'on connaît en Belgique, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à la matière le plus souvent sous le sigle AML, parce qu'archives et musées de la littérature est souvent mis à toutes les sauces, et donc on retient surtout AML, qui est donc une institution patrimoniale et scientifique qui a été créée en 1958 et qui a pour ambition de rassembler tout ce qui est possible de rassembler en termes de patrimoine littéraire et théâtral de la Belgique francophone. Nos collections commencent de manière arbitraire si on veut, mais enfin ça a aussi sa logique, à partir de 1830, donc date de l'indépendance de la Belgique, et vont jusqu'à l'époque de l'extrême contemporain, pour ce que l'on peut rassembler pour cette époque plus récente. On conserve donc des documents de toutes sortes, essentiellement bien entendu des manuscrits, puisque c'est le cœur véritablement d'une institution patrimoniale littéraire comme la nôtre, mais également d'autres types de documents, comme dans d'autres institutions du même genre,
Donc des correspondances, des photographies, énormément de livres bien entendu aussi, avec cette vocation de rassembler d'une part les ouvrages qui auraient appartenu à des écrivains, mais également de compléter ces collections par d'autres ouvrages spécialisés, de sorte à offrir aux lecteurs la possibilité de consulter des ouvrages spécialisés en littérature belge. Également des objets qui auraient appartenu à des écrivains, des plus habituels ou usuels comme une machine à écrire, une plume, une paire de lunettes, aux plus étranges comme des pantoufles, un appareil contre l'asthme, des mèches de cheveux, ce genre de choses. Ça c'est une question du fétichisme, etc. C'est une autre discussion que je ne vais surtout pas ouvrir maintenant, c'est pas le but. Et puis parmi nos littérature, j'ai dit théâtre également, ce qui veut dire que l'on rassemble également tout ce qui peut concerner l'activité théâtrale en Belgique francophone, c'est-à-dire la vie des théâtres, la vie des compagnies de théâtre, la vie des auteurs de théâtre, des comédiens éventuellement, mais aussi des scénographes qui souhaiteraient nous confier, ou dont les descendants souhaiteraient nous confier leurs documents professionnels. Et puis, bien entendu, et on va y venir j'imagine, quelques fonds d'éditeurs littéraires. On a aussi une très très belle, je crois, une très belle collection de revues littéraires spécialisées. Je pense que c'est la plus riche en Belgique francophone. Et puis, peut-être que c'est un point qu'on abordera aussi. Il y a aussi, pour faire le lien justement avec la question de l'édition en Belgique, une grande tradition de lier l'activité des revues avec une activité éditoriale spécialisée, souvent fort de niche et souvent également limité dans le temps et dans sa diffusion. Mais je pense que c'est aussi une des caractéristiques de la production éditoriale en Belgique. Et ça, on possède aux AML des traces de cette activité-là. Et puis, parmi les activités que l'on mène, évidemment, autour de ces archives, bien entendu, il y a la mise à disposition classique à des lecteurs, à des chercheurs, mais également la valorisation à travers de la recherche scientifique que nous menons nous-mêmes, que nous encourageons, bien entendu, que nous soutenons aussi, le cas échéant, à travers des éditions, des collections éditoriales que nous dirigeons nous-mêmes, des éditions critiques ou des monographies ou des actes de colloque, pour faire très simple et résumé. Et puis également une activité muséale, une activité autour d'expositions organisées à partir essentiellement toujours, enfin on essaye en tout cas, de mettre en valeur pratiquement uniquement toujours nos propres archives. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et on est ici, on est à Bruxelles, on est dans la Bibliothèque royale. Tout près d'ici. Tout près d'ici. Voilà. De l'autre côté de la place Royale. Exactement. Entrée d'Erwan. Bonjour à tous et merci aux organisateurs. Donc l'IMEC, c'est un centre d'archives privées. C'est aussi une bibliothèque et c'est un centre culturel de rencontre. Donc on a un total de 750 entrées dans les fonds et collections qui sont conservés à l'IMEC. Pour un total d'environ 30 km linéaires. On est situé tout à côté de Caen, à Saint-Germain-la-Blanchère, dans une abbaye, et donc c'est ainsi que nous avons eu le label européen Centre culturel de rencontre. Donc, comme vous l'avez compris au fil des communications, les ressources documentaires de l'IMEC ont été largement sollicitées par la communauté scientifique pour l'histoire de l'édition, contemporaine notamment. Mais à côté de ces archives, de ces documents primaires, nous avons également des grandes collections d'imprimés qui peuvent être utiles pour le sujet de cet AMR. Et j'en veux pour exemple la bibliographie de la France qui est forte de ces volumes d'annonces. Donc vous avez les annonces de mise en vente dans des éditeurs, ce qui ne se trouve pas forcément dans les autres centres nationaux, disons, bibliographiques, puisque les pratiques étaient de retirer les annonces avant de les cataloguer. On a également dépouillé le premier périodique professionnel de l'édition qui s'intitulait Toute l'édition. Donc toutes les notices, tous les articles de toute l'édition entre 1932 et 1939 ont été indexés et seront prochainement disponibles sur le portail documentaire que nous avons ouvert en novembre dernier.
Enfin, effectivement, on a pensé que c'était utile d'avoir une collecte spécifique en direction des bulletins d'information d'éditeurs. J'ai eu l'occasion d'en parler lors de précédents colloques, et également donc les catalogues. Donc, et ça nous a été facilité par tout le travail que nous avons fait chez les éditeurs. Donc les collections d'IMEC se subdivisent en 4 grandes entrées, donc les fonds d'auteurs qui se subdivisent eux-mêmes en, je dirais, écrivains, tout ce qui est autour des arts de la scène, des arts même au sens plus large, puisqu'on a également des écrits de plasticiens, et une dernière entrée, une sous-entrée qui est constituée d'archives de sciences humaines et sociales. La deuxième grande entrée, c'est bien évidemment l'édition et les métiers du livre, c'est là où se trouve l'essentiel des archives concernant les thèmes de l'ANR. Troisième grande entrée, c'est la presse et les revues. Et dernière entrée, les associations et les organismes. Et là encore, on peut trouver des archives d'associations qui ont trait au sujet littérature et publicité. Donc les archives qui restituent tout ou partie du discours de promotion de la littérature et plus largement du livre. On peut en trouver des traces, dans un premier temps, dans les archives d'agents littéraires. On a une collecte particulièrement importante auprès de l'agence littéraire Hoffmann, donc Michel puis ses fils, Georges et Boris, et qui avait récupéré une partie également des archives de la toute première agence littéraire parisienne, celle de William et Jenny Bradley, dont l'essentiel se trouve au Ransom Center. Mais donc, on trouve dans ces archives d'agents littéraires déjà des premiers éléments qui vont servir à la promotion du livre et qui seront réutilisés par les différents services versants des maisons d'édition, à savoir déjà les gens qui gèrent la lecture des manuscrits, les gens du service dit éditorial, donc avec la rédaction ce qu'on appelle les remplis. Bien évidemment, la fabrication, là on a tous les éléments liés à la direction artistique, les graphistes qui sont sollicités à cette phase, et enfin la communication, donc les dossiers de presse qui permettent effectivement de voir comment l'ouvrage au final donc est reçu, quelle est sa réception, et donc de quelle façon la publicité accompagne le lancement d'un livre. On a également des archives qui peuvent être intéressantes, c'est celles des formations de libraires. On a reçu les archives de la FFSL, donc qui est le plus grand organisme dans le sujet, dans le domaine, mais également les archives de Jacques Lafarge, qui a été très, très important dans les syndicats libraires, et qui était également à l'origine des éditions de Laurent, qui est notamment les éditions complètes de Kierkegaard, Pierre Hugo en danois. Enfin, les archives de l'interprofession, j'en ai fini. Donc les archives du cercle de la librairie notamment, où là il y a vraiment des tas de documents qui peuvent effectivement faire comprendre de quelle façon les livres ont été promus, notamment lors des expositions universelles au XIXe siècle. Puis là, plus récemment, on a reçu des archives qui ont été collectées par une des animatrices d'une des commissions du syndicat national de l'édition, donc Mijoto. Voilà, je suis ici pour faire de la RTAP, vous l'avez compris, donc je suis dans le sujet. Je compléterai en vous disant que si vous avez le souhait de consulter des archives audiovisuelles qui sont liées au lancement d'ouvrages ou à des entretiens télévisuels d'italique à apostrophe, nous avons maintenant un partenariat avec l'INA et donc on a la possibilité de consulter le dépôt légal audiovisuel dans la salle de lecture de l'UBEC. Voilà. Merci à tous les trois. Je te redonnerai peut-être la parole, André, sur un aspect, mais je vous invite Lucille et Laurence à intervenir également, parce que je crois que vous êtes dans des situations très différentes, enfin, les institutions dont vous occupez sont dans des situations très différentes à cet égard-là, sur la question de l'acquisition des fonds d'archives. Comment est-ce que ça fonctionne, quelles sont les difficultés, quelles sont les impasses, et peut-être aussi quelles sont quelques-unes des bonnes surprises des dernières années. Oui, alors dans le cadre des archives liées à la promotion des livres,
Mon expérience, en fait, puisque j'étais quand même assez souvent in situ donc, dans les maisons d'édition pour voir les différents producteurs d'archives, mon expérience était la suivante. Les gens me disaient « mais vous n'allez pas prendre ça, ça n'a aucun sens, pourquoi vous encombrer avec de la publicité sur lieu de vente et autres produits dérivés, enfin des goodies, enfin tout ce qui nous passionne maintenant. Enfin, je veux dire, je crois que là, c'était assez explicite. Il y a beaucoup à dire sur, effectivement, ce déploiement d'inventivité, tant graphique d'ailleurs que rédactionnelle, sur le sujet. Donc, l'IMEC se trouve dans le cas de figure suivant. Donc, c'est un organisme privé. On a affaire à des organismes privés qui sont des collectivités, des personnes morales, les maisons d'édition, qui souhaitent rester propriétaires des documents pour des tas de raisons, et notamment des raisons liées au secret commercial. Donc dans ce cadre, nous avons une relation contractuelle avec ces personnes morales, qui fait que, d'une certaine façon, on est un peu, disons, dans des relations qu'ils comprennent, c'est-à-dire des relations commerciales. Nous louons les rayons, nous louons les interventions, nous leur facturons le matériel que nous utilisons pour reconditionner leurs archives. Vous me direz, c'est un peu étrange, ça s'explique assez facilement. On peut difficilement utiliser de l'argent public, si vous voulez, pour faire une prestation gratuite, alors qu'il y a un secteur privé qui s'occupe de faire du stockage industriel et de faire aussi de la conservation pour des entreprises. Donc, dans ce cadre-là, le mètre linéaire, il est examiné, je ne dirais pas à la loupe, mais enfin en tout cas, dès lors qu'il est facturé, il est examiné avec un autre œil que celui du généreux donateur. Donc c'est vrai que cette partie des archives concernées à la promotion ne faisait pas partie de leur priorité. C'est bien clair, parce que pour eux, c'était les campagnes passées, etc. Ils n'allaient pas les revisiter, quoi. Donc c'est un peu, disons, pas contraint et forcé, mais disons que on a été particulièrement persuasif pour qu'ils se décident à nous confier les archives, notamment, comme je viens de le dire, la publicité sur lieu de vente, des choses comme ça, les présentoirs et autres dérivés, pour que ça fasse partie de leur fonds conservés. Ils les réutilisent. Ils s'en sont rendus compte bien plus tard, mais lors d'expositions, par exemple quand on a travaillé avec le livre de poche pour le cinquantenaire, ils étaient bien contents d'avoir toute la campagne de publicité d'époque. Alors qu'au départ, eux, ils voulaient conserver ça ou simplement s'en débarrasser? Non, c'était... l'opération livre de poche était une opération un peu complexe puisqu'elle s'est faite dans le cadre de la grande opération que nous avons menée en 1993 sur les archives Hachette. C'était juste une des sections, disons, des archives Hachette qui étaient concernées par ça, quoi. Disons que le livre de poche était englobé, a été bien évidemment créé par Hachette, par Philippe Aki en 1953. Et donc, dans un premier temps, eux, ce qu'ils souhaitaient simplement, c'était nous confier les maquettes des couvertures, parce que ça, ils y tenaient pour des tas de raisons, mais c'est vrai qu'il y a des fontaines à rosa, il y a des choses assez étonnantes, avant que ce soit complètement repris par Pierre Fouché au début des années 60. Et au début, c'est très... Je crois que l'expression a été utilisée ce matin, très bariolée, quoi. C'est-à-dire que vraiment, ça part dans tous les sens. Après, c'est beaucoup plus différencié, et là, on essaie effectivement d'aller dans des séries, des sous-séries, essayer d'affiner le marketing, quoi, des ouvrages. Mais dans un premier temps, ils souhaitaient nous confier ça, et puis un petit peu de correspondance s'ils en avaient, mais c'était un peu tout. Donc on les a, on est allé voir sous les vélos, sous les cartons, enfin tout ce qui pouvait encombrer les caves d'Hachette en 1993 pour trouver ce qui nous semblait pertinent, ce qui nous semblait pertinent de donner comme accessible ensuite à la communauté de chercheurs. Du coup, je peux me permettre une question ? Du coup, si eux, au départ, n'avaient pas l'intention de les donner, et qu'en plus, excusez-moi, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais et qu'en plus, vous leur facturez le mètre linéaire, comment ont-ils accepté de laisser plus, si au départ, finalement, ils voulaient laisser moins, et qu'en plus, ça leur coûte plus cher ? Justement, en leur disant que à terme, ça pouvait les valoriser. C'est-à-dire que notre argument principal, c'est qu'il s'agit de valoriser l'enseigne. Et l'enseigne, elle est remarquable à travers, effectivement, notamment sa signature graphique, mais aussi un certain nombre d'actions qui peuvent mener à tel ou tel moment pour se faire connaître du grand public.
que vous menez vous-même en amont, c'est-à-dire vous favorisez les valorisations ou les... On essaie. Et par exemple, dans le cadre du livre de poche, on leur a suggéré de faire un facsimilé il faisait un prix en même temps, hein, donc il y avait le prix du livre de poche policier. On leur a suggéré d'utiliser la maquette de Pierre Faucheux, donc qui était un grand format, d'en faire un facsimilé et de le remettre au lauréat. C'est vrai que c'est autre chose qu'un simple chèque. C'est ça. Le type il est reparti avec quelque chose qui l'identifiait à sa maison d'édition. Oui, du coup, vous agissez en quelque sorte un peu plus, comme un support ou un consultant commercial quelque part. C'est normal. Enfin, je veux dire, on a pris un peu aussi le virus, quoi. Donc c'est vraiment une activité que nous apprécions, quoi, l'édition pour des tas de raisons. Quoi. Donc, on leur apporte de l'aide, c'est du conseil, quoi, en fait. Oui, non, mais ça, c'est pas, on le facture pas. Non, je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que je me suis permis quelques questions. Parce que nous, aux AML, on est dans une configuration complètement différente, puisque nous avons une structure officielle de ce qu'on appelle en Belgique ASBL, donc Association sans but lucratif, c'est-à-dire nous sommes une structure privée, on va dire ça pour faire simple, mais nous bénéficions d'une subvention des pouvoirs publics. Donc tous nos fonctionnements, c'est-à-dire toutes nos acquisitions, le personnel, enfin tout ce qui concerne le fonctionnement au sens très large, est subventionné par les pouvoirs publics, et donc nous avons une mission, nous remplissons des missions de service public, et dans ce sens-là, nous procédons bien entendu à l'accueil, à la collecte des archives qui nous sont confiées, avec éventuellement aussi des missions de prospection, mais qui n'ont il n'y a aucun enjeu commercial, il y a absolument rien derrière tout ça. Je n'ai pas d'avis, je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, je précise juste ce qui est. Ce qui est bien aussi, c'est que je précise, je profite, oui, j'ai parlé d'argent public, c'est que bien évidemment nous bénéficions de subventions, à la fois du ministère de la Culture et du Conseil régional de Normandie. Et concernant donc plus précisément la manière dont nous avons, là je vais me limiter aux archives éditoriales peut-être, je ne vais pas parler de tous les fonds d'archives qui sont à peu près autour de 270, 270 fonds d'archives en tant que tels répertoriés actuellement, et puis après des tas d'autres documents qui ne rentrent pas dans des fonds. Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais concernant les fonds d'éditeurs, ils sont tous arrivés par des dons. Donc la politique d'acquisition se fait soit par don, soit par achat, classiquement. Quelques dépôts également d'institutions extérieures. De l'académie, par exemple, où nous nous trouvons, nous a confié il y a déjà un certain nombre d'années, peut-être même avant que je naisse, un certain nombre de fonds qui sont toujours aux AML. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les éditeurs, ils sont tous arrivés aux AML par des dons, souvent, exclusivement, je crois, après l'extinction des activités commerciales de la maison d'édition. Le cas le plus récent, l'Assemblée est essentiellement française, donc je pense que c'est une maison d'édition qui ne vous dira peut-être rien, mais les éditions Luce Wilquin, qui était une importante maison d'édition littéraire, essentiellement centrée sur le roman en Belgique francophone, qui vient il y a quelques mois de cesser ses activités au bout d'une petite trentaine d'années, nous a confié, donc Luce Wilquin elle-même m'a contacté, et on est allé chercher l'ensemble des documents qu'ils ont eux-mêmes triés. Donc nous, on n'est pas intervenus. Moi, j'ai dit jetez le moins possible, surtout. Mais bon, je les ai quand même laissés faire parce que c'était son souhait de pouvoir mettre de l'ordre dans ces archives. Donc concrètement, pour répondre à ta question, concrètement, en général, nous, on laisse faire. On dit ne jetez rien, mais en même temps, on n'est pas là pour surveiller. Ça veut dire qu'à l'arrivée, rien n'est jeté, rien n'est détruit une fois que ça entre chez aux nous. AML. Ah oui, non, rien n'est jeté, non.
S'il y a des choses en triple, quadruple, exemplaire, etc., oui, là, on se permet quand même un tout petit écrémage pour une question simplement d'espace. Mais sinon, rien n'est jeté. Parfois même, on nous demande est-ce que vous voulez la comptabilité ou des choses comme ça. Pour des maisons d'édition, je ne sais plus exactement si on en a, mais enfin, dans d'autres cas de figure, des théâtres, je sais qu'on a. Non, on a les lèvres nues, par exemple, enfin, voilà, associé à une revue, mais là, on a des tas de bulletins de comptabilité, etc. On a tout gardé. Alors, moi je vais parler d'institutions publiques. Dans les deux cas, celui de la Bibliothèque nationale ou celui de la Bibliothèque Forney, qui est une bibliothèque municipale parisienne, ce sont donc l'entrée des collections est pour la Bibliothèque nationale un petit peu particulière puisque c'est le dépôt légal français, mais en parlant en particulier de cette fameuse collection, parce que je ne vais pas parler de tout ce qu'ils ont, les catalogues d'éditeurs et de libraires qui étaient des choses qui ont longtemps été méprisées. Enfin, on n'a pas considéré que c'était des productions importantes, sont plutôt arrivées par le dépôt légal imprimeur de la région Île-de-France, mais aussi il remontait de province par le biais de ce dépôt légal imprimeur. Donc ce n'était pas les éditeurs qui pensaient à déposer leur prospectus et leur catalogue à la Bibliothèque nationale, mais comme on avait aussi le dépôt légal imprimeur, ça arrivait. Ce qui fait que au XXe siècle, cette collection a pris vraiment une importance numérique très très assez phénoménale, à vrai dire. Je pense qu'il y a un fonds équivalent de catalogue d'éditeurs et de libraires en Hollande, à la Bibliothèque royale de Hollande, mais je ne connais pas l'équivalent dans un autre pays d'Europe. Et on a décidé de mieux articuler, de mieux faire valoir cette collection, en retranchant, en recherchant tout ce qui était arrivé à la bibliothèque antérieurement. Et la collection part des origines, donc du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors, la collecte, ça induit des questions de traitement aussi après, de conservation et de traitement. Mais rien qu'au niveau de la collecte, il y a donc le dépôt légal pour le Q10. Il y a aussi le don interne, ce type de petite publication qui est considérée comme peu importante. En fait, il est alimenté par les bibliothécaires eux-mêmes, et c'est la même chose à Forney, les catalogues commerciaux ou les emballages ou d'autres choses. Donc en fait, nous sommes nous-mêmes nous alimentons nos propres collections, et heureusement, parce que beaucoup d'éphémères, et là on parle d'éphémères quand on parle d'archives éditoriales, auraient disparu si des professionnels de la documentation ne s'en étaient pas aperçus. Je citerai un exemple hors sujet pour ce colloque, mais les tracts de mai 68 à la Bibliothèque nationale ont été apportés, systématiquement ramassés dans la rue par les bibliothécaires de l'époque, et le fonds qui est à la réserve des livres rares et précieux en ce moment des tracts de mai 68 a été alimenté par des bibliothécaires. Donc la collecte, oui, le dépôt légal, le don interne et le don externe, bien sûr. Alors pour Forney, les catalogues commerciaux arrivent par don. Assez peu, en fait, ce sont des acquisitions voulues, sélectionnées. Nous avons une politique documentaire, évidemment. En plus, à Forney, on n'a pas. C'est un bâtiment du XVe siècle. 75% de nos collections sont à l'extérieur. Donc, les fameuses caves de Forney dont on vous a parlé, en fait, maintenant, il n'y a plus rien dedans parce qu'il y a la Seine juste à côté qui peut déborder. Donc, on les a fait évacuer dans des réserves extérieures. Et on a un problème de place, mais aussi de traitement. Et puis, on a un devoir de signalement. Il ne sert à rien d'accepter des collections dont on ne va rien faire, qui vont pourrir dans des cartons, et on les retrouvera 50 ans après. Donc, on fait une sélection. On achète, en fait. On achète beaucoup d'ensembles de catalogues. On achète à des libraires d'anciens. On achète à des ventes aux enchères aussi, puisque ce type de document maintenant passe en vente aux enchères, à des collectionneurs, à des particuliers. Et voilà. Et je voulais, juste comme vous avez parlé d'archives, je me suis dit, il ne faut pas que j'oublie de parler des archives aussi qu'il y a à Forney. Nous avons des archives d'éditeurs
qui sont parvenus à Forney, non pas parce qu'il s'agissait d'éditeurs, mais parce qu'ils avaient d'autres activités. Je pense à l'éditeur Tolmer, que vous connaissez peut-être, qui était un éditeur de beaux livres dans l'entre-deux-guerres, mais qui à l'origine était un cartonnier. Et donc nous avons eu, il était installé dans l'île Saint-Louis, quand la maison a fermé, c'est ça qui m'a fait penser, Forney était juste à côté, donc on a récupéré toutes les archives de la maison Tolmer à l'île Saint-Louis, et donc des superbes boîtes, des cartonnages, il faisait des livres pour la jeunesse aussi, des très beaux livres illustrés. Et voilà, de la même façon, nous avons des archives de livres de toutes sortes, de maisons éditoriales ou de publicités, grâce à l'imprimeur Dreger, dont nous avons les archives. Voilà. Et donc ça veut dire que pour arriver à la question du traitement, ça veut dire qu'une fois que les collections sont acquises, reçues ou suscitées, comment est-ce qu'on procède à partir de là à Forney? Parce que je sais qu'il y a les normes archivistiques jouent, elles sont parfois lourdes. Jusqu'à quel niveau de dépouillement est-ce que vous allez à Forney? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors là, on rentre dans un gros sujet parce que en fait, moi je vais parler de ce qu'on fait en bibliothèque. Et je pense qu'eux, ils traitent différemment les choses. Même si on a au fond les mêmes documents, on peut les traiter différemment. C'est bien le problème des institutions aujourd'hui avec les normes qu'on utilise. En bibliothèque, on a des normes qui nous viennent du livre. Voilà, donc on a eu tendance, ces 70 dernières années, à vouloir traiter dans nos catalogues tout comme le livre. Titre, auteur, voilà. Et même les catalogues, alors à Forney, bons élèves, des bibliothécaires, alors on prenait le catalogue commercial et voilà, on essayait de le traiter en Unimark. Je ne vais pas rentrer dans les détails des normes qu'on utilise, mais voilà, voilà. Et tous ceux qui avaient pris du retard, on a nos voisins, la bibliothèque historique de la ville de Paris, qui a des éphémères avec des catalogues commerciaux aussi dedans. Eux, ils avaient laissé ça de côté, rien n'était catalogué. Et maintenant, on arrive à un moment dans les normes où les normes se rapprochent, qu'il s'agisse des bibliothèques, des archives et des musées. Et les normes utilisées dans les archives, par exemple la norme EAD, Encoding Archive Description, elle nous arrive aussi et on nous dit vos fonds d'archives, qui s'apparentent à des fonds d'archives, il faudrait peut-être les traiter comme ça. Donc nous on est tiraillés, quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a des catalogues traités comme ça, d'autres. Il y a une préconisation aussi pour les bibliothécaires pour traiter les archives. La norme, oui. Préconisation démarche. Voilà. Et on nous dit mais vous inquiétez pas, quoi que vous fassiez, tout ça fusionnera, on aura des super catalogues sur le web sémantique, dans 10 ans tout ira très bien. Bon. Pour l'instant on patauge, on fait ce qu'on peut, on essaye de tout traiter selon... alors, il y a aussi de l'Excel beaucoup en bibliothèque, il faut savoir. On a des tableaux Excel pour des fonds, j'imagine, dans vos institutions aussi. Mais voilà, en tout cas, on essaye de tout traiter. À partir du moment où on accepte un don, maintenant, tout de suite, c'est... on l'accepte parce qu'on va pouvoir le traiter. Et puis, on a le souci de valoriser le donateur, et ça passe par le traitement aussi. Oui, simplement, il y a un mot que j'ai lu il n'y a pas longtemps et qui m'a frappé. C'est un collectif de jeunes chercheurs, je crois, qui ont pris ça en titre de leur collectif. Ils parlaient de bricolage méthodologique dans le cadre de l'archivage du numérique. Et, du numérique. Ah oui. J'en venais à la fin de ma phrase. Ne me prêtez pas des intentions que je n'ai pas. Voilà, donc est-ce que on dévie un peu. André, je vais te laisser reprendre la parole et te remettre sur l'image que tu voulais. Oui, juste, je voudrais dire un mot là sur ce qui vient d'être dit par Lucille notamment. C'est vrai que on a plusieurs normes. On a la norme bibliographique, c'est disons globalement le MARC, alors que ça a été l'Intermarc à l'ABN, maintenant c'est l'Unimark qui règne un peu sans partage. On utilise nous aussi l'Unimark. Mais il est bien clair que c'est vrai que c'est un format de catalogue, quoi. C'est-à-dire que vous avez des tris qui sont soit par auteur, soit par titre, soit dans le meilleur cas par date, mais ça reste quand même un format de catalogue. Alors que dans le cadre de l'archive, on essaie de hiérarchiser l'information. C'est la grande différence. Donc, le fait est que... pas forcément la pièce aussi, on arrive à un ensemble. De le contextualiser. C'est vrai que le web sémantique tend à ça aussi, et c'est montrer quel est le contexte de production, ou disons, voilà, et même la métonymie, disons, de la pièce.
On a pris le parti, nous, effectivement, d'établir des petits instruments de recherche, donc c'est un terme un peu barbare pour indiquer inventaire, globalement, un terme donc, qui provient quand même du monde des archives. Produire des instruments de recherche à partir des petits catalogues bibliographiques que nous avons faits. C'est-à-dire qu'on a basculé l'Unimark vers de l'EAD pour l'interrogation unique en EAD. C'est juste pour terminer et expliquer un peu quel est notre périmètre d'interrogation dans le nouveau portail tel qu'on le présente actuellement. Oui, alors je voulais juste m'arrêter sur ce, puisque tu nous as fait la proposition tout à l'heure, arrêter sur cet ouvrage-là. Bon, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire? Mais vous remarquerez qu'il y a 2 points métal, donc c'est agrafé. C'est un petit... Et en fait, c'est le premier paragraphe. C'est le premier chapitre d'un ouvrage donc, qui était à l'instigation des éditions du Seuil, distribué au péage d'autoroute à la fin des années 60. Et c'est quand même, c'était un exemple assez étonnant de démarche publicitaire. Et notamment, vous voyez quand même, avec un titre qui n'était pas forcément très racoleur, La mémoire d'un architecte, même si Fernand Pouillon était à l'époque assez connu. Et que, notamment dans l'Afrique du Nord, et notamment en Algérie, il a beaucoup. Voilà, c'était juste assez anecdotique, je voulais m'arrêter là-dessus parce que je crois que c'était un cas assez intéressant. Mais comme Hervé Bazin a eu des boîtes d'allumettes, parce que les éditions du Seuil... On va les voir. Laurence, sur la question du traitement et des difficultés peut-être à catégoriser les choses. J'ajouterais 2 choses par rapport à mes collègues. Évidemment, bien entendu, on se soumet à des normes qui sont aussi imposées par le fait que les données doivent être interopérables. Donc, c'est-à-dire que, surtout dans des processus de numérisation, je ne sais pas si on en parlera, mais il faut absolument que les métadonnées soient formatées selon un certain modèle pour qu'elles puissent après être moissonnées par des systèmes, etc., et récupérées dans des grands portails, etc., etc., etc. Mais donc, forcément, on doit s'adapter à un certain nombre de normes. Mais ce que je voulais ajouter aussi, c'est d'une part, nous, on a, donc, comme je vous l'ai dit au départ, on a des séries très hétéroclites de types d'objets et on a dû adapter, bien entendu, nos modes de description à la nature variée de ces différents objets, en partant aussi du livre. Je crois qu'on est tous partis de là au départ, et puis on a adapté en se référant à des normes, mais aussi en développant finalement un outil qui nous est propre. Et l'avantage, c'est qu'on a développé une base de données qui est propre, qui permet toutes les flexibilités et qui en même temps se contraint à des normes, à des formats d'échange, afin de pouvoir justement être récupéré le cas échéant. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose que je veux dire aussi, c'est qu'on a l'impression de plaider un peu coupable, mais en fait, je pense qu'on est aussi... les victimes d'une évolution historique. Quand on pense aux fichiers papier qu'il y avait avec des renvois internes, etc., on est tous venus de là. Et puis de là, on a dû s'adapter à une informatisation qui a permis d'autres choses. Et en même temps, on partait de fichiers papier qui, eux, ne permettaient pas autant, alors qu'il y en avait quand même qui étaient faits de manière assez intelligente, mais qui ne permettaient pas autant de flexibilité. Et puis c'est ça aussi qu'on paie, mais qu'on traîne quand même un peu derrière soi. Et ça, je pense que c'est aussi un élément dont il faut tenir compte quand on critique, quand on fait sa propre autocritique finalement des systèmes de catalogage. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup critiquer, parce qu'on sait toutes les lacunes qu'il y a dans nos institutions. Tous les fonds ne sont pas traités. Il faut, surtout ces fonds d'archives et d'éphémères, même si on fait une arborescence EAD vite fait, quand ça, un fonds arrive, on fait quelque chose, mais tout n'est pas signalé. Et moi, s'il y a un message que j'aimerais faire passer dans cette table ronde, c'est sachez que ce que vous avez sur le web, c'est rien, c'est un petit glaçon de l'iceberg. Ne pensez pas que des programmes de recherche peuvent être... les étudiants ont tendance à penser qu'ils vont pouvoir travailler à partir de ce qu'ils trouvent sur le web. Il y a bien d'autres choses et on n'arrivera pas à tout numériser. Ça coûte beaucoup trop cher et c'est extrêmement compliqué. Donc, je suis absolument d'accord. Et je voulais aussi dire que par rapport au fonds d'archives, donc il y a effectivement les descriptions pièce par pièce, etc. Et puis après, bien entendu, la hiérarchisation par dossier. Nous, on suit la norme ISAG, mais enfin, c'est la même chose. Alors, puisqu'on a entamé la question de la numérisation et du traitement numérique, ce qui n'est pas forcément la même chose, ce qui n'est pas la même chose, de toutes ces collections, restons-y.
Bon, donc les mouvements, si j'ose dire, de numérisation massive sont en train de se mettre en place un peu partout, avec des décalages selon les pays, selon les cultures, etc. Je suppose donc, je sais par ailleurs que vos institutions respectives se sont elles aussi engagées dans cette voie. Alors, qu'est-ce que cela produit comme effet dans votre travail quotidien? Dans quelle mesure, ce que moi je peux imaginer, mais qui est peut-être tout à fait faux, qu'il y a une espèce de phagocytose par ce type d'activité-là au détriment d'autres activités qui sont celles de lieux de conservation, et aussi, aux questions parallèles, d'où vient la pression? J'entends que la pression, elle est d'abord interne, elle vient aussi des usagers qui disent on voudrait pouvoir accéder à vos collections de chez nous, etc. Mais je suppose par ailleurs qu'il y a une pression qui vient d'en haut. Laurence, tu parlais de mission tout à l'heure. Est-ce que, dans quelle place prennent la numérisation et le traitement numérique dans ces missions? Je sais pas, André ou Laurent? Bien. Alors, effectivement, il y a plusieurs types de contraintes. Il y a la contrainte, je dirais, de nos missions, première, qui est celle de la conservation. Il faut numériser dans des formats conservatoires, qui se trouvent être particulièrement, disons, lourds en termes de poids dans les serveurs. Donc il faut des serveurs de plus en plus grands, de plus en plus robustes, de plus en plus performants. Je t'interromps un instant. Les serveurs sont à l'IMEC ? Comment ? Les serveurs sont à l'IMEC, oui, sont à l'IMEC. Okay. Et ça coûte cher. Ça coûte très cher. C'est un parc qu'il faut changer très régulièrement. Et donc là, on voit effectivement comment il peut y avoir, mais là, je dirais, c'est plus de l'ordre du mot d'ordre global, je dirais, ou de la globalisation du monde. C'est vrai qu'il faut, nous dit-on, passer, être dans la transition numérique. Donc il y a une économie numérique qui se met en place, un petit peu au forceps de temps en temps, mais en tout cas, là, on sent l'amicale pression, effectivement, des tutelles pour qu'on ait une politique assez active dans ce domaine-là. Ça, c'est la première contrainte conservatoire, simplement. Après, il y a la contrainte de communication. Il est bien clair que ce n'est pas forcément le format le plus adapté pour la communication, au vu de ce qu'on peut avoir, nous, comme interface, comme de communication, c'est-à-dire les logiciels que nous utilisons pour donner un accès direct à nos utilisateurs, vous, les chercheurs principalement, à ces collections numérisées. Et puis, il y a le troisième point qui est le nativement numérique. Les archives électroniques ou le nativement numérique. Et là, la collecte est loin d'être simple. Elle est loin d'être simple parce que, d'une part, il y a tout un pan d'archives qui n'est jamais sollicité par les chercheurs et jamais demandé par le déposant, ou disons le service versant. C'est par exemple, dans le cas des maisons d'édition, tout ce qui a pu être fait en PAO. Il est bien clair que ce qui a été fait en PAO dans les années 90, publication assistée par ordinateur, vous n'allez pas racheter le système d'exploitation, le logiciel qui va, la bécane qui permet de lire et tout ça. Je veux dire, après, c'est un puits sans fond. Donc ça, il y a tout un pan des archives qui, malheureusement, est un peu dans une sorte de cimetière des éléphants. Est-ce qu'on en arrive parfois à cette situation paradoxale d'imprimer des documents numériques pour pouvoir les conserver? Oui, tout à fait. Et puis il y a l'autre pan qui est l'archive, disons, plus liée au web, disons, ou à la culture web. Et là, il y a, là pour le coup, une sorte de trou noir qui risque de se faire dans le cadre des archives d'éditeurs, et plus largement des archives d'entreprise. C'est tout ce qui est lié au courrier électronique, au mail. Parce que là, on voit une résistance mais terrible pour déposer les archives en question. Et c'est assez naturel, parce que le mail, c'est à la fois le téléphone, le SMS et la lettre officielle. Vous avez dans le même message un éditeur qui dit à un auteur tu viens samedi avec ta copine et tout ça, dîner à la maison, je te préviens, j'ai prévu 2 bouteilles de je ne sais quoi, et on en profitera pour revoir l'alinéa 4 du chapitre 3 du contrat qui nous pose problème. Il y a des données personnelles et professionnelles qui sont tellement mêlées dans ce type de médias que véritablement, j'ai sollicité plusieurs maisons d'édition et à chaque fois la réponse est on y réfléchit mais ce sera pour plus tard.
Oui, sauf que ce qui est assez... Je suis absolument d'accord avec vous sur tout ce que vous avez dit, mais sur cette question-là, par exemple, du mail et cet emmêlement, on va dire, de différentes strates du privé, de l'officiel, du professionnel, etc., on le retrouve aussi dans les papiers. Pas exactement. Quand même. Moi, dans ce que je vois dans les archives d'éditeurs, en tout cas, il y avait effectivement le coup de fil, où là, il y avait des choses qui étaient très privées. Oui. Mais dès qu'il s'agissait effectivement de faire quelque chose de l'ordre du contractuel, là, peut-être dans les archives d'éditeurs, mais je pense par exemple à des courriers de Valette qui écrit à Verard et qui lui dit tu passeras à la maison, etc. Oui, c'est de la correspondance privée, mais ça reste une relation entre l'éditeur et son auteur, par exemple. Mais peut-être qu'effectivement, dans les fonds spécifiques d'éditeurs, l'éditeur fait le tri quand c'est papier. Je me permets de renvoyer, juste avant de te passer la parole, je me permets de renvoyer justement à un texte de Laurence Boudard et à un numéro de la revue Francophonie Vivante qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je pense, et dont le texte de Laurence et un ou deux autres sont accessibles en ligne et qui portent assez directement sur les questions qui nous occupent, et notamment sur le thème de l'incertitude, sur la valeur, tous les types de valeurs possibles de chacune des pièces. Voilà. Petit renvoi hyper textuel et bibliographique. Merci. Moi, je voulais faire un petit complément pessimiste par rapport à tout ça. On a l'impression qu'on numérise tout, qu'il y a beaucoup d'argent qui est injecté, que les politiques ont compris, nos tutelles ont compris qu'il fallait numériser, mettre de l'argent. Bon, en fait, c'est beaucoup moins... la situation est beaucoup moins joyeuse. En fait, on n'a pas les moyens de numériser tout ça, et notamment toutes ces archives, les catalogues. Si je reprends l'exemple du QDIS, là, les catalogues d'éditeurs de la BNF, c'est pas du tout prioritaire pour la BNF. Ça reste toujours. Alors certes, ça occupe tout un énorme magasin physiquement. C'est très présent, c'est conditionné dans des boîtes, alors selon les tranches chronologiques, les maisons d'éditeurs. Je vous ai apporté une publication papier sur une tranche chronologique du QDIS, le QDIS-B, qui ne fait que lister, si on regarde par exemple sur les éditions Hachette, j'ai pris Hachette au hasard, les éditions Hachette, donc une des sous-boîtes, c'est monstrueux, les éditions Hachette, on nous liste toutes les séries qui sont conservées physiquement pour l'année, les années. Donc on a la bibliothèque des chemins de fer, c'est des catalogues ou des bulletins, c'est mélangé, des bulletins commerciaux ou internes, le bulletin bibliographique, le catalogue de livres reliés pour la distribution des prix, alors avec toutes les années qu'on a ou les tranches d'années, le catalogue des livres classiques, les livres de fond, les livres en dépôt, les derniers ouvrages parus, etc., l'éducation, l'enseignement, tout ça. Tout ça, c'est pas numérisé, c'est même pas signalé pièce par pièce, il n'y a que ça comme outil. Vous ne les trouverez pas si vous n'allez pas en CNT demander le petit instrument qui est là, qui n'a pas été numérisé d'ailleurs, voilà. Et ben vous serez gros gens comme devant. Vous serez obligé d'aller à la pêche comme autrefois, voilà. Et c'est pas demain la veille que la BNF va numériser le QDIS, parce qu'ils ont tellement d'autres choses à numériser avant. Et alors, il faut des gros serveurs, mais il faut une technologie aussi il faut des bataillons d'informaticiens qui restent à la pointe pour nous aider à conserver, alors effectivement, à faire passer d'un support numérique à un autre quand il est devenu obsolète. Ça, on a sans cesse à le faire. Seules des institutions comme des grosses bibliothèques, les bibliothèques nationales ou des grosses entités peuvent le faire. Ça coûte extrêmement cher. Et puis, c'est très pointu. Il faut maintenir des métadonnées aussi qui restent accessibles pour le futur. Et ça, c'est dément. Je pense que Xavier en a eu un aperçu quand il s'est lancé dans le programme Litépub. Hier matin, il nous a montré un peu le passage de la V1 à la V2, le changement. Quand on se rend compte que dès qu'on a affaire un peu à une masse de documents, une masse d'images qui pèse lourd, comme disait André, on est obligé il faut que la technologie suive et que tout suive. Le traitement, vous disiez la numérisation, c'est du travail en plus pour les bibliothécaires, oui.
Mais c'est nous phagocyter pour faire un autre traitement. C'est-à-dire qu'on a déjà le traitement catalographique, mais on nous demande en plus de préparer les métadonnées pour la numérisation. C'est démentiel. C'est juste sans ressources humaines supplémentaires. Non, redéploiement. Et en sachant que le papier n'est pas forcément le premier type de document concerné par la numérisation. Je veux dire, nous, notre urgence, c'est plutôt les documents qui sont sur support magnétique. Oui, nous pareil. J'ai oublié de dire tout à l'heure que nous avions aussi dans nos archives des bandes son et des vidéos. Et ça, pour l'instant, c'est là-dessus qu'on met le paquet, évidemment. Enfin, sur ressources propres, en tout cas, sans passer par d'autres choses. Mais c'est là-dessus qu'on met le paquet parce que c'est là où l'obsolescence est la plus menaçante. Ouais. Le papier tient le coup. Oui, le papier, oui. Plus les technologies avancent, plus elles sont rapidement obsolètes. Plus rapidement, elles deviennent obsolètes. Dernier aspect que je voulais aborder avant d'ouvrir la discussion avec la salle, selon l'expression consacrée, la question de la mise en valeur. Chacune de vos institutions est très portée aussi là-dessus, et c'est un enjeu évidemment important. Alors, quelles sont les priorités qui ont été mises au cours des dernières années, peut-être, par la voie d'exposition, par la voie d'exposition numérique, par la voie de publication, bonne priorité. Non, je peux peut-être... oui, je vais commencer. La numérisation, effectivement, elle permet plein de choses, parce qu'elle permet de faire des expos virtuelles, des portails, des blogs. À partir dès qu'on a une matière numérique, on l'exploite. Voilà, on est sur les réseaux sociaux, et c'est ce qu'on essaye de faire à Forney et à la ville de Paris d'une manière générale. Mais on n'abandonne pas les publications papier et surtout les expositions. Et on se rend compte que la numérisation joue maintenant le rôle que jouaient les expositions autrefois. Donc, pour en revenir à l'IT-Pub, c'est le catalogue page d'or de l'édition publicitaire qui a peut-être un peu donné l'idée à Myriam et Laurence de se lancer dans le programme. En tout cas, elle m'en avait parlé au tout début. Et c'était une exposition. Ça a été une des expositions phares de Forney, qui fait des expos, c'est dans son ADN depuis l'origine. Et maintenant... alors c'est toujours ça, ces pièces-là qui sont dans ce catalogue, qui nous sont demandées pour les prêter dans d'autres expositions ou qui nous sont demandées pour un programme numérique. Mais maintenant, ce qu'on a numérisé aussi devient en vitrine. Et donc du coup, on nous demande à emprunter ces documents-là. Oui. Le numérique nous donne une nouvelle visibilité. Oui, ça c'est certain que la visibilité des collections est décuplée par la présence numérique de ces mêmes documents. Sur la présence numérique de ces documents-là. Et c'est vrai qu'il y a une demande plus grande. En termes d'exposition aux AML, que je sache ou que je me souvienne, ces dernières années, on n'a rien fait qui concerne directement des éditeurs. Par contre, je signale qu'il y a quand même eu, il date d'il y a un certain nombre d'années, mais enfin de beaux ouvrages d'études sur l'histoire de deux grandes maisons d'édition belges du 19e, 20e siècle, qui étaient Edmond Demand, donc le grand éditeur des symbolistes, et un autre, donc les éditions, la collection Archives du Futur, qui fait donc partie des éditions des AML, et puis un autre sur Kistemakers également, donc lui éditeur des proscrits et puis des naturalistes. Voilà, donc si ça vous intéresse, l'édition belge, les grands noms de l'édition belge au 19e siècle, sachez qu'il y a eu ces deux belles études qui ont été réalisées dans les années 90, je pense. Oui, de notre côté, donc on a publié un certain nombre de thèses remaniées, donc qui sont devenues des monographies sur l'histoire de l'édition. Également une politique assez soutenue de colloques, de coopération avec des réseaux documentaires liés au sujet. Et puis par nous-mêmes, donc on est assez volontaire, disons qu'on a mis en place un dispositif permettant de répondre aux prêts de pièces. Nos pièces éditoriales sont assez régulièrement sollicitées pour des expositions extérieures. Et enfin, donc, par nous-mêmes, donc, la production d'un certain nombre d'expositions sur les éditions du Seuil. C'était coproduction avec la Bibliothèque publique d'information du centre Beaubourg et Limoges, et la médiathèque de Limoges. Également une exposition qui s'intitulait Édition Les lois du métier, qui était assez intéressante parce que là il ne s'agissait pas de faire une énième exposition sur la censure, mais plutôt montrer de quelle façon les éditeurs flirtent avec la législation pour des tas de raisons,
Voilà, il y a certains aspects de la législation aussi, politique, les mœurs, etc. Et on a fait également une exposition sur Bécassine et sur les guides de voyage, qui était très intéressante. On a un beau rassemblement de guides de voyage à travers la bibliothèque Hachette notamment, donc les guides Johan, les guides Diamant, etc. Donc c'est un ensemble qui est particulièrement prisé des chercheurs actuellement. Bien, eh bien je remercie encore infiniment les trois intervenants et puis je repasse la parole à l'organisateur.